Je m'appelle Alexandre Texier. Moi, j'ai fait les Beaux-Arts de Rennes. Enfin, je suis un ancien élève de l'ESSAD de Rennes. Je suis designer graphique et enseignant, donc notamment à l'ESSAD, cette fois d'Orléans, à l'Université Rennes 2 et de temps en temps, de façon ponctuelle, à l'ESSAD de site de Rennes, notamment sur des questions de programmation ou d'image. Et comme l'a dit Anise, je suis un tout jeune doctorant sur des questions d'ordre typographique. Je m'intéresse à la création typographique contemporaine dans un cadre de recherche scientifique et comment les chercheurs et les designers s'accordent ou s'opposent aussi aux questions de normes et de standards du web, de la typographie, pardon. Euh, donc, je vais être un peu votre interlocuteur privilégié. Donc, on va commencer cette journée avec une présentation d'Anthony Mazur qui a commencé à présenter son écran. Donc, juste pour rappel, Anthony Mazur est professeur associé et responsable de la recherche à la Haute École des Arts de Design de Genève. Ses travaux portent sur les implications sociales, politiques et esthétiques des technologies numériques pour le design, avec un focus ces derniers temps sur le machine learning et les technologies blockchain. Il a cofondu la revue de recherche Back Office et la revue Réel Virtuel, et c'est l'auteur de l'essai Design et humanité numérique, publié chez B42, de Design sous artifice, la création au risque du machine learning, publié par la aide, et il a co-dirigé l'ouvrage collectif Angle mort du numérique ubiquitaire, un glossaire critique et amoureux, par Artec en 2023. Et enfin, il est membre fondateur de Interland, un studio de création pour le monde décentralisé. Je crois que c'est à peu près tout, Anthony. Si tu veux ajouter quelque chose avant de démarrer, si tu m'entends. Et je crois qu'il ne m'entend pas. Alors, Et voilà, je peux m'enlever en mute. Voilà, c'est bonjour à parfait. Rennes. Je vais masquer le panneau ici, masquer le volet. Voilà, parfait. Donc, logiquement, les collègues à Rennes m'entendent. Sinon, ils vont me dire dans le chat. Et donc, voilà, on peut démarrer. Donc, c'est la deuxième conférence ici de la journée à la aide et c'est la première à Rennes 2. Magnifique, c'est la première fois que je fais un duplex de conférence. Et donc, mon intervention va porter sur l'intelligence artificielle, un sujet, j'espère, qui vous intéresse, avec des perspectives liées à la création. Donc, c'est un peu le grand écart parce que du coup, ici, on a des profs du DIP, donc vous enseignez en équivalent français primaire et collège, sauf erreur. Et pour les gens qui me suivent en ligne sur Zoom, donc qui sont à Rennes en France, c'est plutôt des professeurs du supérieur, donc qui enseignent à des étudiants en design. Donc, c'est de faire une conférence qui peut réunir les deux publics. Je vais avancer. Donc, voilà, je suis professeur associé, je m'occupe des projets de recherche de la aide et en tant que chercheur, je m'intéresse du coup aux relations entre le design et les pratiques créatives et essentiellement au niveau des technologies sur l'IA, la blockchain et le jeu vidéo. Et je m'intéresse du coup aussi à leurs enjeux éthiques et politiques, à savoir comment on peut faire mieux, quels sont les problèmes que du coup on peut observer aujourd'hui. On va les parcourir. Je vais passer là-dessus et la question qui m'intéresse par rapport aux intelligences artificielles, c'est d'abord celle historique, à savoir que c'est quelque chose qui est très vieux. Même si on en parle beaucoup depuis 2-3 ans, on peut remonter au moins à la Seconde Guerre mondiale, mais je ne vais pas commenter ce schéma assez complexe. Mais aujourd'hui, la question, c'est celle-ci. D'un point de vue économique, c'est une question à 600 milliards. Beaucoup de personnes parlent de bulle, en fait, de bulle économique, à savoir que même l'abonnement le plus cher de ChatGPT vaut $200 par mois, donc c'est-à-dire c'est très, très cher. En fait, même cet abonnement, en fait, il n'est pas rentable d'un point de vue économique parce que les personnes qui utilisent cet abonnement très onéreux, en fait, dépensent plus d'argent équivalent que ce qu'ils payent en abonnement. Là-dessus, s'est ajouté tout récemment une espèce d'incursion chinoise avec DeepSeek, peut-être les plus technophiles d'entre vous ont entendu parler. Donc, c'est un concurrent à ChatGPT chinois, pour l'instant gratuit, peut-être ça ne va pas durer, qui aurait coûté beaucoup moins cher à produire et qui donc a mis un sacré bazar dans la bourse américaine et qui a provoqué un crack historique au niveau du Nasdaq. Donc, on en est là aujourd'hui, en février 2025. Certaines personnes comparent également cette incursion chinoise, ce concurrent chinois à Sputnik. Donc, on est dans une sorte de revival de la guerre aux étoiles, mais dans nos ordinateurs. Alors, moi, je ne suis pas économiste. Je ne suis pas non plus investisseur en bourse. Donc, la question qui m'intéresse, ce n'est pas celle de l'économie, comment on peut faire moins cher, mais celle de la qualité. Qu'est-ce qu'on peut faire de mieux ou de moins pire? Ça dépend du point de vue avec ces technologies. Et donc, autrement dit, voilà, moi, je suis enseignant dans une école d'art
comment ces IA génératives peuvent devenir matière à création, tout en, évidemment, en étant conscient des problèmes que cela pose en termes politiques, et on va voir ça. Et donc, la question plus fondamentale, c'est finalement comment ces technologies peuvent produire davantage de diversité et moins de formatage, ce qui n'est pas une tâche vraiment facile. Alors, les médias parlent beaucoup du remplacement. Est-ce que les IA vont nous remplacer? Est-ce que ça va remplacer les artistes, les profs ou que sais-je? Je pense que c'est un discours dont il faut se méfier. J'y reviendrai. Il est plus intéressant de penser les choses de façon hybride. Donc, qu'est-ce qu'on peut faire ensemble, humain plus machine, plus que humain versus machine? Même si, évidemment, je suis bien au courant que la rhétorique des entreprises est plutôt celle du remplacement. Alors, pour explorer toutes ces questions, on va déjà revenir sur les origines de l'IA. Donc, j'ai montré ce schéma juste avant. C'est important de situer ces intelligences artificielles génératives dans un temps beaucoup plus long, le temps de l'informatique. Et donc, on peut remonter à minima à cette personne, Alan Turing, qui est quand même l'inventeur des ordinateurs tels qu'on les connaît encore aujourd'hui, qui est également quelqu'un qui a joué un grand rôle pendant la Seconde Guerre mondiale. Il y a un film, enfin plusieurs films, en tout cas un film sorti récemment sur sa vie que je peux vous conseiller. Et en fait, ce qui est important à comprendre, c'est que Turing, en même temps qu'il invente l'ordinateur, ou pas peu de temps après, invente également les principes d'une intelligence artificielle qu'on peut du coup définir assez simplement comme la volonté de simuler le cerveau humain, l'intelligence humaine grâce aux ordinateurs. Une fois qu'on a dit ça, il faut s'y coller. Donc, il y a beaucoup de courants différents qui vont alterner et ce n'est pas quelque chose qui est linéaire. Donc, il y a des courants qui vont marcher, d'autres qui vont être abandonnés. Et donc, voilà, c'est quelque chose il y a aussi beaucoup d'échecs, beaucoup d'argent de perdu. Mais on peut schématiquement dégager deux grandes familles. La première, c'est la logique symbolique. Donc, on va coder, je simplifie vraiment les choses. Donc, s'il y a des informaticiens, informaticiennes, vous me pardonnerez, mais je dois simplifier pour le public qui nous écoute. La première logique, c'est qu'on va coder des règles dans la machine. Donc, on va coder les règles des jeux d'échecs et coder comment on joue aux échecs. Et la machine va exécuter les choses et finalement arriver en 1997 à battre le champion d'échecs de l'époque, Garry Kasparov. Donc, dans cette logique, on comprend, on écrit les règles, donc on comprend ce que la machine fait, mais donc ça fonctionne, mais pas pour tout. Ça ne marche pas pour d'autres tâches que les échecs, qui est un jeu relativement simple à calculer. Même situation 20 ans plus tard, le jeu de Go, donc c'est les dames chinoises, cette fois c'est un champion sud-coréen qui affronte une machine créée par Google. Et en fait, la technique d'avant ne fonctionne pas parce que la machine ne peut pas calculer l'ensemble des coups. En fait, il y a plus de pions sur le plateau, donc c'est trop d'énergie de calcul pour faire ça. Donc il faut une autre méthode d'auto-apprentissage où la machine va finalement arriver à battre le champion sud-coréen, mais seulement on ne sait pas comment la machine arrive au résultat. Ça peut paraître pareil, mais en fait, c'est très différent. C'est-à-dire que dans un cas, vous êtes capable d'auditer la machine, dans l'autre, la machine est une boîte noire. Donc, ça fait plus de choses, mais c'est opaque. Donc, c'est exactement ça le problème des intelligences artificielles génératives aujourd'hui, c'est qu'elles font plus de choses que ce que les techniques traditionnelles de programmation faisaient. Mais le revers de ça, c'est que du coup, on ne sait pas exactement comment ça marche. Alors, si une machine rate une partie de jeu d'échecs de Go, bah, ce n'est pas très grave, hein, il n'y a pas trop de conséquences sociales. Maintenant, si c'est un avion ou une voiture qui a un accident, vous imaginez les problèmes que ça pose. Et donc, on peut quand même faire des tâches qu'on ne pouvait pas faire avant, donc le jeu de Go, mais ce qui a vraiment donné du coup naissance à l'intelligence générative, enfin en tout cas telle qu'on la connaît aujourd'hui, la première application, c'est celle-ci, c'est la reconnaissance de l'écriture manuscrite, donc peut-être ça parlera aux collègues du DIP, voilà, c'est parfois très compliqué de lire les copies d'élèves, alors je ne sais pas si on pourrait aller jusque-là, mais ici c'était pour la poste, de reconnaître les codes postaux et de flécher les colis aux bons endroits. Et donc, ça, on ne peut pas le faire autrement que par de l'IA générative, parce qu'en fait, c'est très compliqué de décrire ça. Si vous voulez décrire à une machine qu'est-ce que c'est un 2 ou un 5, en fait, il y a tellement de façons d'écrire les chiffres que vous n'y arriverez pas. Il faut un système d'auto-apprentissage qui pourra faire ça. On ne peut pas coder une bonne fois pour toutes ce qui est un chiffre ou ce qui est un chat ou autre chose. On ne sait pas le faire autrement. Voilà. En tout cas, on en est là aujourd'hui. On est dans cette approche. Donc, ce qu'on appelle IA aujourd'hui, c'est quasiment uniquement ce qu'on appelle dans le jargon de l'IA connexionniste. Il y a encore quelques partisans de l'IA symbolique, mais c'est vraiment aujourd'hui minoritaire. Alors, pour le grand public, ça n'a pas démarré en 2006, ça a démarré plus proche de nous avec du coup des interfaces grand public
qui ont fait passer ces technologies à des choses lointaines, de science-fiction, à des interfaces du quotidien. C'est allé assez vite. Donc, ça a démarré en janvier 2021 pour le grand public avec DALL-E, qui était un service d'image. Donc, c'est intéressant de voir d'ailleurs que l'image arrive avant le texte pour le grand public. C'est évidemment après Midjourney et puis surtout ChatGPT. Donc, voilà un peu le phare de l'IA qui a emmené ça pour le grand public et qui a mis un bazar pas possible dans le monde entier par rapport notamment à la pédagogie. Mais voilà, ça s'est joué grosso modo en 1 an et demi pour le grand public. Mais c'est quelque chose du coup qui était plus ancien. Alors pourquoi ça a pris? Tout simplement parce que les interfaces étaient très simples à utiliser. Donc, ça ressemble à des interfaces de chat type WhatsApp. Et donc, n'importe qui peut utiliser ça. Ici, voilà, je vous montre au niveau de la génération d'images. Donc, ça marche toujours à peu près de la même façon. On écrit une requête, donc un prompt dans le jargon, donc une série d'instructions textuelles. On décrit à la machine ce qu'on veut qu'elle fasse. Et donc, dans le cas des images, ça nous propose plusieurs visuels parmi lesquels on peut choisir quelque chose. Donc, on voit que la précision, en tout cas, s'approche de… il y a plus de pixels, ça ne veut pas dire forcément que c'est plus intéressant plastiquement, et beaucoup d'images tendent vers le photoréalisme, ou en tout cas vers des styles visuels, on va dire, très majoritaires. Donc, ça va surtout être vers de la fantaisie, enfin, des styles très dominants, et on verra que c'est un problème assez majeur des IA, c'est qu'elles reproduisent bien ce qui est déjà majoritaire en ligne, mais quand on veut faire des choses plus singulières, ça va patiner, parce que du coup, il n'y a pas assez de données derrière. Je peux revenir sur ChatGPT et puis mentionner également que voilà, depuis 2021-2022, maintenant, les IA génératives sont intégrées à peu près partout. Donc, de dire qu'on va les interdire, c'est à peu près impossible. Il faudrait simplement couper Internet ou couper votre ordinateur. Parce qu'en fait, vous les avez dans vos téléphones. Dès que vous prenez une photo, même si vous ne voulez pas faire ça, votre photo est traitée avant qu'elle apparaisse sur votre téléphone avec des algorithmes d'IA. Et puis après, dans la suite Office, dans votre boîte mail, etc., dans YouTube, il y a de l'IA à peu près partout. Donc, c'est compliqué de faire sans. Une fois qu'on a posé ce contexte général, je vais revenir sur plusieurs problèmes politiques et éthiques liés à ces programmes-là. Donc, on a déjà évoqué le côté boîte noire, mais il y en a bien d'autres. Et donc, c'est important de comprendre que l'IA, ce n'est pas un outil neutre, mais que c'est un système politique pris dans une économie particulière. Alors, tout d'abord, il y a une absence de sémantique. Donc, on a l'illusion que du coup, la machine pense pour nous, qu'elle se comporte de façon un peu anthropomorphe. En fait, pas du tout. L'IA, c'est de la mathématique, c'est de la probabilité. Comment fonctionne ChatGPT? Très basiquement, ChatGPT va calculer la probabilité qu'un mot apparaisse après un autre. Et donc, si on prend la langue anglaise, il y a peu de chances que le mot it arrive 2 fois de suite. Peut-être ça peut arriver dans certains styles de poésie ou que sais-je, mais dans le langage courant, il n'y aura pas 2 fois l'article à la suite des autres. Et donc, on va faire ça, mais pour l'ensemble du mot du vocabulaire, basé sur un corpus de millions de documents qui va être mathématisé, mixé. Et donc, ça vous donne des phrases qui sont correctes d'un point de vue grammatical, mais dont le sens peut être totalement faux d'un point de vue factuel. Par exemple, il y a encore peu de temps, ChatGPT pouvait se tromper sur la date de naissance de Joe Biden, qui n'est pas l'information la plus difficile à trouver en ligne. Alors, du coup, vous avez une phrase où Joe Biden est né en, je ne sais même pas d'ailleurs à quelle année il est né, mais en fait, la date peut être fausse parce que ce n'est pas l'enjeu. C'est un enjeu de vraisemblance, mais pas un enjeu de vérité qui nous intéresse ici. On peut remettre de la factualité dans les IA, mais ça nécessite de coupler les capacités de rédaction avec des sources documentaires qu'on maîtrise. Mais en tout cas, par défaut, l'enjeu, c'est de créer des choses vraisemblables et pas des choses vraies. Ce qui nous emmène du coup à des enjeux de mythification. Donc, quand on représente les IA génératives, on a souvent ce genre de visuel qui est très problématique parce que du coup, ça ne dit rien de ce que sont ces programmes. Ce n'est évidemment pas des robots anthropomorphes qui sont derrière. Ça n'a rien à voir. Et pourtant, la plupart des livres et colloques scientifiques représentent les choses de cette façon, qui du coup participent d'une mauvaise compréhension de ces technologies. Jusqu'à des religions également qui sont aussi encodées dans des IA. Alors, de façon plus grave, peut-être, les IA vont renforcer les inégalités, vont les amplifier. Donc, c'est un peu des haut-parleurs. Ça s'explique par le fait que c'est entraîné sur des données qui sont en ligne. Évidemment, les données en ligne ne sont pas les données du monde entier et non pas le monde entier tout court. Les données sont prises sur le web. Le web est majoritairement nord-américain dans les données qui sont comprises. Et donc, si on prend la reconnaissance d'image, par exemple, les IA ont tendance à avoir des armes à feu un peu partout, parce que du coup, les États-Unis sont un pays d'armes à feu.
Et donc, ça va renforcer les inégalités aussi, qu'elles soient du coup socio-économiques, ethniques ou de genre, ce qu'on va voir après. Et donc, il y a des continents entiers qui sont peu représentés ou presque pas dans les IA, notamment toute l'Afrique, l'Asie du Sud-Est et puis l'Inde, hein, qui est un pays, Anne-Lise le sait, qui nous écoute en ligne, très important. Et du coup, voilà, c'est des milliards de personnes qui sont peu représentées. Ce qui, du coup, va générer des stéréotypes. Voilà, si on demande ici c'était Stable Diffusion, je crois, ou Midjourney, je ne sais plus exactement, je crois que c'est Midjourney, de représenter, donc vous avez le prompt, entre guillemets, une photographie d'un ou d'une membre du Congrès américain tenant un chat ou une arme à feu de façon photoréaliste, vous aurez des vieux hommes blancs et du coup, pas de diversité en termes de population. Donc ça, c'est les images que vous avez par défaut pour ce type de requête. Et au niveau des professions, donc ici, voilà, il manque la légende au-dessus, donc c'est Midjourney toujours. Les 7 professions américaines les mieux rémunérées et les 7 professions nord-américaines les moins rémunérées. Donc vous voyez ici un mélange de biais ethniques et de biais de genre, avec en bas à droite une, là j'ai plutôt féminin, femme de ménage, et un architecte en haut à gauche. Donc voilà, donc soucis de diversité qui peuvent être corrigés manuellement, mais du coup, on tombe sur un problème plus complexe, c'est quelle serait la bonne image si on demande à un groupe de personnes. Est-ce qu'il faut homme-femme? Après, dit oui. Quelle proportion? Pas tout à fait la moitié dans le monde, ça dépend des pays. Tranche d'âge, ethnie, on va tomber sur des questions très complexes où du coup, les normes morales vont devoir être encodées. Et donc, c'est petit à petit corrigé par les systèmes d'IA génératifs pour avoir plus de diversité, sauf qu'on ne sait pas quelles sont les règles qui sont derrière. Donc, du coup, on tombe sur deux types de questions. Discrimination, du coup, on n'est pas très loin que les stéréotypes. Si on demande une personne terroriste, on aura des hommes plutôt de type arabe avec des turbans sur la tête. Et architecte, voilà, des personnes dans les normes sociales plus présentables, mais toujours peu de femmes. Si on demande architecte, ici, je crois que c'est voilà, Stable Diffusion qui est ici. Donc, voilà, il y a des chercheurs qui documentent patiemment ces biais, mais après, pour les réponses à ces problèmes, elles sont assez complexes. On continue du coup dans les problèmes que ça pose sur des enjeux de vie privée, de confidentialité, de quand vous utilisez des systèmes commerciaux en ligne, vos données sont captées, remixées et remises au pot commun. Et donc, vous entraînez ces systèmes, donc vous créez de la valeur sans être rémunéré, mais il y a également évidemment un problème au niveau des données qui circulent dedans. Donc, conseil simple, ne mettez pas de données confidentielles, et notamment ça touche à des personnes mineures dans ces systèmes-là. Et puis, les questions de censure, elles sont importantes, notamment dans la rivalité accrue entre les États-Unis et la Chine. Alors, ici, je montre un exemple assez singulier parce que c'est un système américain Midjourney qui, du coup, applique des censures du gouvernement chinois. Donc, voilà, par exemple, on ne peut pas, dans Midjourney, représenter le président chinois. C'est quelque chose qui est bloqué, même si vous passez par des paraphrases ou des façons de le contourner. Voilà, il y a d'autres types de censure, hein, il y en a plein, tout ce qui est nudité, etc. On pourrait en discuter, mais pareil, ces censures, en fait, ne sont pas documentées. Donc, vous ne savez pas exactement ce qui est permis ou pas permis. Et uniquement par des jeux d'essais-erreurs qu'on peut arriver à documenter ça. Et puis, la surveillance. Donc, là, c'est plutôt sur les usages de ces technologies. Donc, c'est voilà, au-delà du grand public et des usages un peu récréatifs. Un des usages dominants de l'IA, c'est la vidéosurveillance dans l'espace urbain, en Chine, mais pas seulement. À Paris avec les JO, c'est quelque chose qui a explosé. Et donc, on peut identifier des personnes en temps réel. Et le fait d'être surveillé dans l'espace public modifie de façon insidieuse le comportement des personnes dans l'espace public. Si on croit qu'on est surveillé, on va se comporter différemment, même si on ne l'est pas. Enjeu des informations, ça, je ne peux pas ne pas en parler. Dès lors qu'on peut générer de la vidéo, des photos, du son à la volée, donc on peut dupliquer avec très peu de données n'importe qui voilà, qu'on connaît, du coup, ça crée des problèmes assez majeurs. Hein. Ça peut être du harcèlement et puis de la falsification. Voilà, on peut recréer des vidéos jusqu'à la fraude aux entreprises ou autres. Donc, c'est des problèmes très, très contemporains qui se posent avec nous. Et puis, à nous, pardon. Et dernier problème que j'ai listé, celui des droits d'auteur. Alors, il est double, à vrai dire. Il y a déjà le problème des données d'entraînement. Donc, pour que ça fonctionne, Midjourney, ChatGPT ou autres ont dû aspirer des millions de fichiers, des milliards de fichiers en ligne. Beaucoup de fichiers, évidemment, sont protégés par le droit d'auteur et ont été utilisés pour l'entraînement, ce qui est déjà potentiellement une fraude au droit d'auteur. Et puis aussi la question de la protection intellectuelle des résultats. Alors, sur la première partie, la jurisprudence est assez complexe et dépend des pays. On va y revenir dans les questions. Et pour la partie sur les résultats, est-ce qu'on peut mettre sous droit d'auteur une production générée? La réponse est le plus simple, c'est a priori plutôt non.
les productions générées sont plutôt sous licence libre parce que le législateur considère qu'il n'y a pas assez d'originalité, de singularité dans la démarche d'un prompt vers un résultat. C'est possible d'appliquer un droit d'auteur s'il y a une démarche qui est plus complexe et documentée. Mais donc, attention aux designers graphiques et artistes. Si vous, voilà, bon, on vend un logo généré à un client, bah, le logo est sous licence libre et un concurrent peut l'utiliser sans souci. Donc, ça peut être assez problématique. Et précarisation, c'est le mot que j'ai mis à la fin de cette première partie. C'est un mot qu'il faudrait plus souvent employer. Et quand vous voyez automatisation, remplacez-le par précarisation. Souvent, ça marche assez bien. C'est plus honnête. Alors, à différents niveaux, en fait, donc ça ne remplacera pas les humains, l'IA, mais ça va sans doute remplacer les hauts salaires et servir, comme souvent, à payer moins cher les gens. Donc, ce n'est pas artificiel dans le fonctionnement. Il faut beaucoup de fichiers. Donc, les fichiers sont créés par des humains. Ils ne vont pas être rémunérés. Il y a déjà une précarisation à ce niveau-là. Et puis, il faut aussi des humains qui vont entraîner les systèmes d'IA. Donc, c'est des personnes qu'on ne voit pas. Ça ne fonctionne pas par magie et qui sont situées dans des pays pauvres du Sud global, notamment au Kenya pour ChatGPT et puis dans d'autres pays, Amérique du Sud ou Asie du Sud-Est. Et donc, ces personnes ne seront jamais remplaçables, même si, du coup, elles disparaissent derrière les interfaces grand public qu'on connaît. Problématique écologique également. Donc, dès lors que vous avez des systèmes d'IA à grande échelle, il faut du coup beaucoup de données, beaucoup de serveurs, beaucoup de puissance pour calculer tout ça. C'est assez complexe de vous répondre de combien consomme une requête dans un système. Ça dépend de la tâche que vous demandez. Mais ce qui est sûr, c'est que ça consomme beaucoup d'énergie et il faut refroidir les cartes graphiques qui servent à calculer. Et ça, c'est un enjeu majeur aujourd'hui. Donc, c'est beaucoup d'eau qui est dépensée. Et donc, l'eau étant une ressource rare sur Terre, il y a des pays dès aujourd'hui où, du coup, les centres de données sont en concurrence avec l'agriculture. Et donc, il faut faire des choix. Est-ce qu'on met de l'eau pour refroidir les ordinateurs ou de l'eau pour faire pousser de la nourriture et voilà, alimenter la population? C'est assez déprimant, mais voilà. Je vous donne un aperçu assez complet de la situation contemporaine. Là-dessus, maintenant, on va passer à des perspectives liées à la création. Qu'est-ce qu'on peut faire d'intéressant en termes humains avec ces IA? Donc, je vais vous présenter quelques exemples et puis en conclusion, on ira sur des enjeux pédagogiques. Aujourd'hui, l'IA générative dans le champ artistique, elle est surtout utilisée pour répliquer ce qui existe de façon littérale ou ironique. Je vous montre un exemple qui est plutôt dans la deuxième catégorie, déjà ancien. Donc, c'est l'artiste Robbie Barat qui a refait en 2018, donc c'est presque déjà de la préhistoire, dans le champ des IA, un défilé, une collection en tout cas, de la marque Balenciaga. Donc, Robbie Barat a aspiré des images de la collection Balenciaga et les a fait redigérer une machine pour générer une collection fictive. Et ce qui est intéressant, c'est qu'à l'époque, en 2018, on n'avait pas une facture visuelle photoréaliste. Et donc, ça prend rétrospectivement un peu un aspect de croquis qui n'est pas inintéressant, comme en bas à droite ou une espèce de pantalon jambe. Enfin, ça laisse la place à l'interprétation, ce qui est de moins en moins le cas aujourd'hui. Et donc, quand on parle de progrès dans les IA génératives, je nuancerais assez fortement ce thème parce que d'utiliser parfois des systèmes, entre guillemets, plus anciens peut donner des résultats plus singuliers. Dans le champ de la pop culture, je vais passer là-dessus. Peut-être, voilà, juste montrer celui-là. Donc, dans le champ de la musique, ça, c'est un enjeu très actuel. La question de la rémunération, j'y reviendrai en conclusion. Ici, donc, c'est une chanson entre deux groupes qui ne se sont jamais rencontrés, Drake et The Weeknd, qui a atteint en mai 2023 le top des écoutes sur Spotify. Et le souci, c'est que cette chanson a été générée. Donc, c'est une sorte de crossover fictif et les artistes ne peuvent rien réclamer comme droit sur cette chanson parce qu'en fait, ça imite le style et aucun extrait de morceaux existants. Et donc, un style n'étant pas brevetable, les artistes ne peuvent rien réclamer et du coup, des plateformes d'écoute que vous connaissez comme Spotify ont flairé le bon plan et commencent maintenant à générer de la musique qui, du coup, vous la payez avec votre abonnement Spotify, mais les artistes qui sont à la base de l'entraînement, du coup, ne vont rien gagner sur les écoutes que vous effectuez. Donc ça, c'est des enjeux très, très brûlants sur la rémunération de la création. Je vais peut-être montrer cet exemple que je trouve intéressant de Oyo. Donc ça, c'est un projet qui a été créé pendant une résidence au MUDAC à Lausanne, où du coup, c'est sur l'axe de comment accélérer des processus, à savoir que du coup, on peut déjà faire des choses sans l'IA, mais en fait, le fait qu'on puisse aller beaucoup plus vite va générer des nouvelles idées. Donc ici, Oyo a recensé quels sont les matériaux les plus présents à un endroit du globe donné.
et à générer du coup une carte avec plein d'assiettes à manger fictives. On aurait pu faire ça sans intelligence artificielle, sauf ça aurait peut-être pris 2 ans de travail. Que quand vous avez des dizaines de milliers d'assiettes, c'est compliqué de les faire une par une en images. Et du coup, là, on a pu aller beaucoup plus vite dans le processus et du coup, ça va donner des nouvelles idées en termes de création. On peut aussi hybrider plusieurs jeux de données. Donc ça, on va sortir de l'idée de faire quelque chose à la façon de quelqu'un ou de quelque chose. Donc le même studio Oyo, c'est un projet déjà ancien, mais que je trouve remarquable. Donc ils ont pris 2 cultures différentes. D'un côté, Alibaba, qui est le Amazon chinois, donc vous pouvez acheter dessus des composants électroniques en tout genre. Et puis de l'autre côté, ils ont pris des marques de design d'Europe du Nord, type Ikea, et ils ont demandé à une machine de mélanger ces deux cultures qui n'ont du coup rien à voir. Et donc, ça leur a donné des objets assez absurdes, comme ici un chandelier qui sert à recharger des téléphones. Et ce qui est intéressant, c'est que les composants étant pris en ligne, ça a également pu générer les plans de montage des objets. Là, on voit que ça peut du coup donner des exemples assez singuliers en termes de création contemporaine. Je vais passer là-dessus également, voilà, pour aller sur qu'est-ce qu'on fait ici, nous, à l'aide. On fait on a un plan d'action qu'on a mis en place en janvier 2023, donc un mois après ChatGPT, qui prend plusieurs formes que je vais dérouler une par une. Tout d'abord, on fait de la veille stratégique, donc évidemment, pour faire des choses intéressantes, il faut savoir ce qui existe. Donc voilà, on analyse des articles, notamment en termes de pédagogie, on fait des états de l'art qui nous servent à positionner des cours ou des projets de recherche. Et j'y viens du coup, projet de recherche, on en a plusieurs sur l'IA. Et j'en montre là un seul dont je m'occupe. Alors, je n'ai pas mis d'image explicite vue publique aujourd'hui. Voilà, c'est un projet dont je m'occupe qui traite des mutations des relations humaines en lien avec l'IA. Et plus précisément, voilà, sur la première phase du projet, je me suis intéressé pas plus tard que la semaine dernière à des nouveaux types de services assez étranges où du coup on peut chatter avec des IA. Donc ça et draguer également, dating, des IA fictives jusqu'à avoir des conversations plus explicites dont je ne vous ai pas mis d'image. Mais du coup, voilà, les IA peuvent envoyer des photos, etc. Donc, c'est des services qui ne sont pas anecdotiques du tout. C'est des millions de personnes dans le monde qui utilisent ces choses-là aujourd'hui. C'est payant, souvent. C'est de 10 à 50 dollars par mois. Donc, c'est un business assez lourd. Et donc, voilà, avec des collègues, on analyse ces services, on documente les expériences et voilà, dans ce que ça a de problématique également, dans l'idée de reconstruire après des choses plus justes. On pense que tout n'est pas à rejeter là-dedans, mais en tout cas, les paradigmes dominants sont problématiques à bien des égards. Et donc, l'idée sur ce projet qui dure 3 ans, là, on a démarré en octobre. D'ici l'été, on va travailler un générateur de fiction érotique pour prendre le contre-pied de l'imitation de femmes avec tout ce que ça comporte de stéréotypes. Donc, on va travailler sur un générateur de fiction érotique plus ouvert. Et donc, on va travailler pour ça avec des autrices, auteurs de romans et de science-fiction. C'est ce genre de projet qu'on fait à la aide, qui associe du coup recherche documentaire, analyse et puis ce qu'on appelle la recherche-création, où du coup les résultats, ce n'est pas uniquement des conférences et des articles académiques, on en fait également, mais voilà, des propositions pour la société. Dans la pédagogie, on a mis en place un cours transversal bachelor depuis la rentrée académique 23-24 qui s'appelle Créativité artificielle, où du coup on documente l'usage des IA, qu'on articule également à des enjeux théoriques tels que je fais aujourd'hui. Et donc, on a publié un petit guide. Voilà, Clément pourra vous faire passer les slides et vous aurez le lien. Exercice de création artificielle. Donc, c'est 5 exercices qu'on peut faire en cours qui étaient ici dessinés à nos étudiantes et étudiants en bachelor, mais qui peuvent, pour certains, sans trop de soucis, se décliner sur des tranches d'âge plus jeunes. Je vais passer rapidement là-dessus. On fait également de la formation continue si vous voulez pousser vos compétences. Donc voilà, c'est des sessions de 4 journées plus intenses voilà, qu'on mène à la aide. Donc vous avez ça sur le site de l'école. Si vous voulez vous former davantage à ça et prendre en main ces modèles, notamment avec du coup Étienne Mineur qui intervient du coup tout à l'heure pour les collègues à Rennes qui nous suivent en ligne avec Douglas Cédric Stanley. Donc voilà, c'est un module de 4 jours où on prend vraiment le temps de rentrer dans ces modèles et dans la prise en main également dans une technologie libre de droit. Il n'y a pas que des technologies propriétaires. On a fait dans cette même salle à la aide un symposium en avril 24, Assembling Intelligence, qui a donné lieu quelques mois après à une exposition de projets de recherche et de pédagogie qui a eu lieu à San Francisco, donc j'y étais,
en août et septembre dernier, donc Assembling Intelligence, donc la version exposition, où du coup, on a exposé des œuvres d'art qui, du coup, travaillent les paradoxes et les problèmes que j'ai exposés auparavant. Et j'ai également pu, à titre personnel, du coup, rencontrer sur place des spécialistes de l'IA dans la Silicon Valley. C'est majoritairement là-bas que ça se passe, en tout cas pour les services qu'on utilise en Europe. Conclusion, est-ce que l'IA va nous détruire? Vraisemblablement pas. Ça a déjà du mal à reconnaître un chien ou un chat. Donc, sortons assez vite des récits à la Terminator sans négliger malgré tout les problèmes que ça pose. Voilà, beaucoup de préconceptions, j'en ai déjà abordé certaines. La réponse à la plupart de ces questions est plutôt non. Mais je ne vais pas les reprendre, c'est un peu un bingo de l'IA. Et donc voilà, j'en arrive à plusieurs éléments de conclusion. Tout d'abord, c'est de plus en plus compliqué de travailler comme avant. Ça, c'est le cas. Donc, c'est une expression workflow post-2023 qui m'a été suggérée par une personne que j'ai rencontrée à San Francisco, Grégory Renard, qui lui est un spécialiste de l'intelligence artificielle qui développe des systèmes semi-grand public, en tout cas des systèmes qu'on aura plus tard dans notre quotidien. Et lui, à titre personnel, ça m'a assez frappé comme anecdote. Il m'a dit que dans ses usages plus avancés que les nôtres, l'IA générative aurait remplacé une équipe de 8 à 10 personnes. Ça donne quand même une idée d'échelle. Et donc, ce qui me conseillait, c'est de dire, voilà, c'est impossible de travailler comme avant. Il faut mettre en place des nouveaux processus de travail, accepter que ces processus, dans un premier temps, seront imparfaits, qu'on ne va pas faire les mêmes choses qu'avant. Mais voilà, ce sera, enfin, il est assez fataliste, mais il y a aussi évidemment l'intérêt financier dans ce genre de discours à dire, bah voilà, ce sera comme pas utiliser d'ordinateur ou des traitements de texte si on ne rentre pas dans ces processus. Alors là, c'est une prise de note de cette discussion. Donc, selon lui, avant, c'était des humains qui commandaient à des humains, puis maintenant, c'est des humains qui commandent à des machines. Donc, on a vu juste avant que c'était un peu plus compliqué, que pour que les machines existent, il faut aussi des humains. Donc, ce sera sans doute un réseau hybride, mais malgré tout, la réflexion mérite étude. Une petite photo prise à Stanford avec cette personne. Alors lui, c'est aussi intéressant dans son quotidien. Je lui ai demandé comment il faisait. Et en fait, aux États-Unis, voilà, vous le savez, c'est un pays de la voiture. Les gens passent beaucoup de temps dans ces habitacles. Et lui, du coup, il utilise ChatGPT, mais en vocal. Alors, c'est arrivé en France il y a quelques mois. Quand j'étais là-bas, ce n'était pas encore le cas. Et en fait, du coup, dans ses heures passées dans les transports, dans sa voiture, il parle avec ChatGPT, il lui raconte sa vie. Et en fait, du coup, ça entraîne le modèle d'une façon assez singulière qui est enfin, c'est une autre expérience où du coup, le modèle va apprendre sur le long terme du vécu et proposer des réponses plus puissantes. Donc, voilà, ce qu'il me dit, c'est au lieu d'appeler ma femme, j'appelle ChatGPT. C'est un peu voilà, ce type de comportement. On peut utiliser également les IA, non pas, et donc il s'en sert en fait un peu comme un assistant avec qui il discute pour avoir des nouvelles idées. Ce qui du coup nous amène à des types de travaux un peu émergents où du coup dans le cas des IA génératives, on se focalise beaucoup sur le résultat, sur la production, mais moins sur le processus. Et ici, donc c'est une thèse de doctorat en design soutenue récemment en Italie, à Venise en 2023, où du coup, l'étudiante, enfin doctorante, à l'époque, maintenant docteur, Mélanie Di Luca, a proposé l'idée d'utiliser les IA génératives, non pas pour produire des images ou du texte, mais pour améliorer la réflexion qui précède à leur conception. Autrement dit, d'utiliser les IA comme feedback et non pas comme producteur ou productrice. Toujours compliqué de genrer des machines. Et donc, son idée, c'est de mettre en place un processus qui simulerait des collègues ou des coworkers, en quelque sorte, des voisins, voisines de bureau. Et là, c'est intéressant parce que du coup, ça va créer un dialogue assez singulier. Et du coup, le processus de création, après, c'est la responsabilité de l'humain de faire tel ou tel choix. Mais du coup, de questionner ces choix peut aussi être stimulé par les IA. Donc, c'est une autre approche très différente de ce qu'on voit aujourd'hui dans les systèmes type ChatGPT ou Midjourney. On a aussi également des systèmes libres de droit. Donc ici, c'est des interfaces plus complexes que celles qu'on connaît dans les systèmes grand public. Ici, Config UI, donc c'est une interface où on peut du coup agencer des blocs. On peut mettre des données à des endroits, des conditions, etc. Donc ça, c'est plutôt pour des usages plus experts. Et l'avantage, c'est qu'on peut, avec ce type de démarche,
travailler des modèles avec nos propres données. Et donc, ça reste sur notre machine. Ce n'est pas partagé avec voilà, les grandes boîtes capitalistes. Et ça, c'est des démarches qui du coup, gagnent déjà en puissance et vont encore prendre de l'importance dans les années à venir. Donc, ce qu'on appelle des IA, entre guillemets, locales, un peu comme voilà, la cuisine locale, où du coup, vous maîtrisez le processus du début à la fin. Et qui permet du coup de répondre à pas mal, pas tous, mais à un certain nombre de problèmes que j'ai évoqués auparavant. Toujours dans les éléments de conclusion, les questions de diversité et de chaîne de valeur sont importants à prendre en compte. Donc ici, je vais parler sur le champ du design, mais j'ai 2 slides à la fin, quand même sur les enjeux liés à la pédagogie et au DIP. Mais en tout cas, il y a des choses qui se recoupent. Déjà, il y a l'idée le problème de réduire le design à une science des données, des choses calculables, mais voilà, malgré beaucoup d'argent mis dans la prédiction de ce qui va marcher commercialement, ben, même Netflix n'arrive pas à prévoir que telle série va marcher. C'est très complexe, en fait. C'est une alchimie qu'on a du mal à mathématiser. Et donc, de réduire le design à une science des données, ben, ça va entraîner un formatage assez évident de la création. Ensuite, il y a l'idée un peu plus délicate à aborder qu'il va falloir accepter d'abandonner une partie de la production à des machines. Et donc, c'est ce que la designer Florence Jamais propose d'appeler design approximatif. Alors, ça peut paraître négatif, mais elle, quand elle l'emploie, ce n'est pas quelque chose qui est forcément à rejeter, mais plutôt, il faut faire avec. Et en fait, on peut même trouver un certain plaisir à abandonner une partie de sa production et de se laisser surprendre de ce que ces machines vont générer. Donc, cette perte de contrôle, elle n'est pas forcément quelque chose à rejeter. L'idée qu'il faut garder la main, je pense que c'est quelque chose qui est vain et il faut l'abandonner. Et donc, toute la question fondamentale, et j'ai malheureusement pas de réponse à ça, tranchée, mais il faut en tout cas se battre pour ça, c'est de savoir si ces IA génératives vont augmenter ou diminuer la diversité. Voilà, je pousse ça pour qu'on voit la petite phrase en bas. Donc, il faut plusieurs contresens et conseils. Déjà, sortir du paradigme du bouton magique. Si on appuie sur un bouton que ça fait quelque chose, bah, la valeur ajoutée, elle est assez faible parce que du coup, n'importe qui peut potentiellement le faire. Il y a aussi un danger par rapport au rendu fini, notamment dans le cas des générateurs d'images. Peut-être Clément pourra en dire 2 mots également de son expérience illustrateur. C'est compliqué d'avoir des images qui paraissent pas finies. En fait, ça donne toujours des images qui sont très léchées, mais en fait, le brouillon, les choses imparfaites sont de plus en plus difficiles à obtenir dans les systèmes contemporains qui vont tout corriger. Et donc, ça donne aussi des choses qui sont assez vite, finalement, assez ennuyeuses. Également, dans le champ artistique, il y a un contresens assez majeur qui est que, en fait, qu'est-ce que ça nous donne? Ça nous donne des images, des fichiers numériques. En fait, une œuvre d'art, ce n'est pas une image d'une œuvre. Il faut bien d'autres choses pour qu'une image d'œuvre devienne une œuvre d'art. Il faut, des fois, pas tout le temps, une matérialité, mais même dans le cas de l'art numérique, c'est souvent matérialisé en exposition ou en installation. Et puis, il faut également une démarche sociale. Il faut que ce soit exposé, il faut qu'il y ait de la critique, il faut qu'il y ait de la curation. Bref, il faut un écosystème de l'art euh, assez complexe pour que ce soit reconnu. Donc, ce n'est pas juste un fichier égale une œuvre. Il y a aussi la question du choix. Si vous demandez à une machine de générer une image, ça va vous proposer 10 000, enfin peut-être 100, 200 ou parfois plus de choix dans lesquels il faut choisir, mais comment vous allez choisir? Une fois que vous avez 100 images, quelle image vous prenez? Ça, c'est des questions aussi complexes. Et puis, j'en parlais tout à l'heure, la question de la factualité ou de la véracité, elle est compliquée. Donc, les LLM, pardon pour le jargon, c'est les Large Language Models, donc c'est type ChatGPT. Donc, je l'ai dit tout à l'heure, les informations factuelles ne sont absolument pas garanties. Donc, pour remédier à ça, il y a des méthodes émergentes, pardon pour le jargon à nouveau, qu'on appelle les RAG. En fait, on va coupler, en gros, ChatGPT plus Wikipédia. ChatGPT va reformuler Wikipédia, et Wikipédia, on considère que les informations sont vérifiées par la communauté. Donc, vous aurez la date de naissance de Joe Biden qui sera juste. Et donc, si vous voulez mettre une fiction avec Joe Biden, comme ça, vous serez certaine que la date de naissance est juste. Donc, en gros, il faut déjà avoir des jeux de données contrôlés et on va utiliser des modèles d'IA pour reformuler les données qu'on maîtrise. Et donc, ça, c'est des méthodes qui sont assez prometteuses et qui peuvent être utiles en pédagogie également. Sur les professions de la création, donc qu'est-ce que ça va changer au niveau commercial? Des délais. Alors, souvent, les délais,
C'est quelque chose dont on ne parle pas souvent, mais en fait, dès lors qu'on appuie sur un bouton, ça donne un résultat. Ça modifie malheureusement la perception des clients par rapport aux démarches de la création. Donc, et même certaines personnes seront prêtes à payer plus cher des machines qui vont donner un moins bon résultat parce que ce résultat moins bon sera donné plus vite. Et donc, pour les studios, artistes et designers, ça va être ce qui était déjà avant évidemment, mais un défi encore plus important de pouvoir livrer des choses plus rapidement, mais les IA peuvent aussi gagner du temps. C'est aussi quelque chose comme ça qu'il faudra penser. Ce qui va gagner de la valeur, certainement, c'est la relation client et peut-être moins les productions finales, à savoir, dans n'importe quelle démarche de création, il faut déjà comprendre ce que le client veut et le client lui-même ne comprend pas ce qu'il veut. Il faut reformuler la demande, c'est un préalable à toute démarche de création. Et ça c'était souvent pas ou peu facturé. Et donc, ce qui était facturé, c'était le résultat. Et il faudra sans doute remettre de la valeur sur cette partie en amont et moins sur le résultat qui, peut-être en partie, pourra être accéléré par ces technologies. Donc, cette valeur ajoutée de la création devra être explicitée plus que jamais. Les processus, j'en ai déjà parlé, donc je vais passer. Et donc, sur les chaînes de valeur, je l'ai évoqué avec le cas de la musique. Donc, ça, c'est des questions brûlantes que je travaille depuis quelques mois, même années, avec des collègues de la fac de droit de Genève qui se posent ces mêmes questions à l'UNIGE. Donc, les droits d'auteur, par exemple, c'est un modèle peut-être qui a fait ses preuves dans certains domaines, mais qui est un peu à bout de souffle. On voit qu'il est contesté par ces technologies. Donc, ça ne veut pas dire qu'il faut abandonner le droit d'auteur, mais il faudra peut-être trouver d'autres façons de rémunérer la création, peut-être des modèles collectifs ou de pots communs. En tout cas, il y a une nécessité urgente de trouver des solutions pour rémunérer la création, parce que si plus personne n'est payé, ça va être très compliqué. Donc, les pistes qu'on étudie, l'IA comme bien commun, est-ce qu'on peut créer de l'IA à plusieurs et garantir qu'elle n'est pas utilisable pour tel ou tel usage? La piste du revenu universel peut également être envisagée, le financement par des communautés, qu'elles soient publiques ou privées, et puis des systèmes plus complexes, mais pas à rejeter non plus, de redistribution, donc par la blockchain par exemple. Donc, c'est des technologies libres de droit et entre guillemets auditables qui permettent, par exemple, potentiellement, si on prend un film, vous achetez un ticket de cinéma et en temps réel, une fraction du ticket est redistribuée à la personne qui a fait la bande son. C'est des choses qui sont potentiellement possibles, mais assez lourdes à mettre en place. Donc, l'IA ne doit pas être considérée comme un simple système politique et les artistes et designers ont un rôle à jouer dans les futurs possibles de l'IA pour que ce ne soit pas abandonné aux grandes entreprises de la tech et à des populations d'ingénieurs. Je n'ai rien contre les ingénieurs, mais il faut qu'il y ait plusieurs professions qui s'approprient les devenirs des intelligences artificielles. En tout cas, on y travaille, j'espère, à l'aide à notre échelle. Méfiez-vous des promesses marketing. Souvent, ce que les IA promettent marche. Ça marche moins bien dans les faits quand on utilise ces technologies. Moi, je l'ai, par exemple, vu sur ces questions de dating virtuel. Il faut inscrire les IA dans une culture numérique plus vaste. Ça, c'est important. J'y reviendrai après sur les conseils au niveau pédagogique. Et puis, ne pas se limiter aux services commerciaux. Voilà. Et pour le DIP, j'ai mis 2 slides là-dessus. Donc, j'ai séparé en deux. Tout d'abord, comment on éduque aux IA. Donc, voilà, je vais développer un petit peu plus le premier point, je suis passé trop vite. Donc, de replacer ces technologies dans une culture numérique et technique globale, donc de ne pas séparer les IA du reste. Et souvent, en fait, on a du mal à appréhender ces technologies parce que déjà, on ne s'y connaît pas bien en numérique tout court. Déjà, si on ne sait pas mettre des slides en plein écran ou utiliser la suite Office, ce n'est pas gagné pour comprendre les IA. Donc, important quand on enseigne ces technologies à des élèves, notamment parfois très jeunes, on peut commencer avant ça par expliquer qu'est-ce que c'est un ordinateur, d'où ça vient, comment ça fonctionne de façon très abstraite. L'histoire du web, si je vous dis voilà, en quelle année le web est apparu, peut-être certains d'entre vous ne sauront pas répondre. En tout cas, si vous voulez enseigner les IA, c'est bien de se poser ce genre de questions. Notamment, le web a été inventé pas très loin d'ici, au CERN. Privilégier dans les usages pédagogiques les IA exécutées entre guillemets en local sur votre machine ou sur les machines des élèves, auquel cas il n'y a pas de données qui seront partagées et mises en ligne. C'est plus compliqué à mettre en place, mais en tout cas, c'est quelque chose que je vous recommande. Et puis, utiliser ces technologies pour parler de compétences fondamentales plus vastes. Par exemple, si on veut créer une image, il faut décrire ce qu'on veut et décrire quelque chose. C'est une compétence qui peut être compliquée pour des jeunes élèves. Et c'est une compétence qui est intéressante de savoir voilà, qu'est-ce que c'est une image, comment ça se compose, c'est quoi les principes d'arrière-plan, premier plan, de personnage et autres.
Et donc, on peut travailler ça avec des compétences littéraires de français, associer plusieurs enseignants, etc. Et donc, pareil pour la lecture de texte. Donc, on peut en fait resituer ces IA dans des compétences fondamentales. Et là, ça devient, je pense, plus intéressant. La deuxième partie, c'est l'éducation avec l'IA pour préparer les cours ou autres. Donc là, attention, je l'ai déjà dit, aux erreurs factuelles si vous préparez des cours avec ça. Donc, on peut utiliser des systèmes. Je vous ai mis un exemple, Notebook ML de Google. Du coup, vous fournissez des sources et l'IA va prendre en priorité dans les sources que vous lui donnez. Et ça va vous sourcer les passages exacts. Et donc, ça, c'est intéressant parce que du coup, vous aurez beaucoup moins d'erreurs factuelles en utilisant ce genre de système. Privilégier l'IA pour de la reformulation, de la fiction ou de l'iconographie. L'iconographie, moyennant les erreurs les problèmes dont j'ai parlé avant, mais c'est assez bon pour reformuler. Vous avez un texte qui est trop complexe, vous voulez le résumer, vous voulez le hiérarchiser, ça, c'est des choses que l'IA va assez bien faire. Par contre, trouver des sources primaires, beaucoup moins. Et puis, et là, c'est plus douloureux pour le corps enseignant, l'IA nous force à repenser les modalités d'examen, en fait. Donc, ça met en évidence peut-être des problèmes qui existaient déjà avant l'IA. Si on demandait des choses qu'une machine peut faire, peut-être que ce qu'on demande n'était pas intéressant au final. Donc, je donne un exemple très simple sur des mémoires comme nous, on fait ici en bachelor ou en master. Du coup, on a revalorisé la compétence orale. L'oralité, c'est quelque chose qui a toujours été important. Peut-être qu'on l'avait négligé. Et donc, quand bien même quelqu'un a généré un mémoire qui a l'air plausible, même si on peut aussi repenser la forme écrite pour éviter ça, si la personne est incapable d'expliquer ce qu'elle a fait, ce n'est pas bon signe. Et donc, de remonter le coefficient d'oral permet de pallier assez simplement à ce problème potentiel. Et donc, du coup, on a demandé à l'aide à chacune de nos collègues du coup, de repenser ces modalités de cours et d'examen en tenant compte de ce nouveau système qu'on ne peut pas interdire, c'est impossible. Et donc, c'est aussi une façon de renouveler les cours et on peut le voir du coup de façon positive, même si le fait de bousculer les habitudes, ça plaît en général pas à grand monde. Mais ça peut être aussi une opportunité de repenser ce qu'on fait de façon peut-être plus prospective. Voilà, donc j'arrive au bout de la présentation. Je vous ai mis quelques ressources pour creuser ces questions, mais Clément pourra également vous faire passer les slides sur lesquels je suis peut-être passé trop vite. Je les ferai également circuler pour les collègues qui me suivent en Zoom. Donc, quelques sites web, AI X Design, donc une communauté politiquement engagée sur ces questions de création, des revues nord-américaines qui font un bon travail de documentation. Et en français, les deux derniers liens, Cybernetica, qui est une newsletter plutôt politique sur l'IA, et puis Dans les algorithmes de Hubert Guillot, qui documente les questions de discrimination ou politique également, liées à ces technologies. Et puis, je vous ai également mis voilà, ici 4 ouvrages sur ces questions-là. Si vous devez en choisir un, plutôt le premier, Contre-Atlas de l'IA de Kate Crawford, en plus ça a été traduit, donc c'est super, qui voilà, analyse tout l'écosystème, toute la construction de ces IA, d'où ça vient, les minerais, les petites mains d'IA, etc. Donc c'est vraiment une enquête magnifique. Et j'imagine qu'il y aura beaucoup de questions. Donc voilà, je me tiens à votre disposition. Je vais afficher également le chat en Zoom pour les collègues qui nous suivent à distance. Et je vous remercie pour votre attention. Merci Anthony. Donc si vous avez des questions, n'hésitez pas à les poser dans le chat, comme Anthony est à la fois avec nous et en duplex en Suisse. Et je dis pour les collègues en Zoom, et notamment Annelise, si je ne réponds pas, je ne suis pas sûr de voir le chat. Donc, Annelise, tu peux aussi me les retransmettre dans WhatsApp et je les vois sur mon téléphone portable. Oui, merci. Question concernant AI en webcam. Oui. Est-ce que c'est possible sur le ChatGPT ou sur Alors, ChatGPT, à ma connaissance, non, parce que c'est un modèle commercial. Il y a d'autres systèmes où on peut télécharger ce qu'on appelle des modèles d'IA, mais notamment, alors ça pose d'autres questions, mais l'IA chinoise a apparu récemment, DeepSeek, vous pouvez l'installer sur votre machine. Cela, c'est possible, il faut un minimum de compétences informatiques, mais vous trouverez des tutoriels en ligne. Je pense que vous pourriez y arriver. Et donc là, les données ne sont pas envoyées, donc vous pouvez déconnecter votre ordinateur d'Internet, ça fonctionnera. Et donc, vous êtes sûr que les données ne sont pas mélangées à d'autres. Malgré tout, vous aurez quand même des problèmes de censure.
C'est-à-dire que comme c'est un modèle, comme tout modèle, hein, il a des biais. Et donc, vous ne pourrez toujours pas générer de texte du président chinois, quand bien même vous l'utilisez sur votre machine. Mais voilà, DeepSeek, c'est possible. ChatGPT, à ma connaissance, non. Vous avez pour les images Stable Diffusion, qui est un modèle libre de droit qui est utilisable sur votre machine. J'ai une question en ligne, peut-être que tu peux alterner les deux. On me demande si, du coup, il y a le risque d'un ghost Internet dans un monde où, malgré la présence humaine, il deviendrait rare et difficile de croiser des humains. Alors, oui, c'est un risque, clairement. Si on prend les médias sociaux, il y a de plus en plus ce qu'on appelle des bots, donc des robots, donc des entités qui vont simuler des êtres humains. Et du coup, on ne sait pas si on parle d'un humain ou une machine. Du coup, c'est quelque chose aussi que j'analyse dans le champ des relations humaines avec ce projet, enfin ce sous-projet sur les applications de dating. Oui, donc c'est un risque. Et après, est-ce qu'on arrivera à une législation où les robots devront s'identifier comme des robots pour qu'on puisse les reconnaître? Peut-être. La question, à vrai dire, elle est plus complexe parce que, en fait, c'est quelque chose qu'on a vu avec les enceintes connectées. Peut-être vous connaissez les enceintes type Amazon Echo. Vous parlez à l'enceinte vous répond. En fait, ce qu'on s'est rendu compte, c'est que les personnes humaines adaptent leur façon de parler pour être comprises par un GPS ou par une enceinte, et la voix devient robotique. Et donc, paradoxalement, certains humains deviennent plus robotiques que les robots. Donc, en fait, c'est plus compliqué de dire qu'on va pouvoir séparer les deux une bonne fois pour toutes. Mais oui, ce risque existe et il est également prolongé par les cas de décès, malheureusement. Donc, notamment, Facebook est le plus grand cimetière au monde. Il y a plus de personnes décédées sur Facebook, donc de comptes morts, que de personnes humaines. Donc, c'est aussi quelque chose qui se rajoute sur ces questions de robotique. Des images, textes, toute forme de création de pas donner à manger. C'est une question compliquée parce que qui peut se le permettre? En fait, si votre métier dépend de la présence en ligne, c'est un privilège de ne pas pouvoir mettre de contenu en ligne. Donc, peut-être oui, mais en fait, qui a le choix? C'est très compliqué, en fait, comme question. Je pense qu'en fait, à l'échelle individuelle, c'est comme souvent, en fait, on met la pression sur les individus, mais les vraies réponses, elles sont collectives et juridiques. Donc, je pense qu'il faut plutôt agir sur le champ politique. On peut faire des choses à titre individuel, disparaître en ligne, oui, pour les personnes qui peuvent se le permettre. Quitter les plateformes, peut-être ça peut être une première réponse, notamment avec la nouvelle présidence de Donald Trump. Alors, on voit qu'il y a des réseaux qui étaient déjà très politiques avant, mais qui le sont encore plus maintenant, comme X, anciennement Twitter. Donc voilà, il y a beaucoup de personnes qui quittent ce genre de réseau, mais quand votre métier dépend de cette présence en ligne, il faut garder en tête que c'est un privilège de pouvoir quitter les plateformes. L'inverse, de submerger de l'information. Ce ne serait pas exploitable, ce serait pas possible. Pardon, donc, je répète vos questions parce que du coup, les personnes en ligne, sinon, ne m'entendent pas. La première question, c'était est-ce que c'est une forme de résistance d'enlever les données? Donc, j'ai répondu plutôt non. Et la deuxième question, c'est est-ce que l'inverse peut être vrai, donc de submerger les IA de données? Oui, ça, c'est des pistes plus prometteuses, me semble-t-il. Donc, il y a des personnes qui mettent en ligne des images qui ressemblent à des images, entre guillemets, normales, mais les pixels sont agencés d'une certaine manière que ça va, entre guillemets, hacker ou perturber les systèmes d'IA générative. Donc ça, c'est des pistes assez prometteuses. Je n'ai pas mis dans ma présentation, mais il y a des personnes qui documentent ce genre de démarche. Ça, c'est une piste qui peut être fructueuse. Après, il y a aussi d'autres personnes qui disent, de toute façon, ces systèmes existent, et ils ont leur bien, mettons de la diversité dedans. Donc, créons des images plus diverses pour que du coup, ce ne soit pas que des vieux hommes blancs qui apparaissent quand on met ça. Donc, c'est un peu plusieurs stratégies. Je ne peux pas vous dire lesquelles sont les bonnes. Ça dépend aussi de la position depuis laquelle on parle. La question Oui, tout à fait. La question qui est posée, c'est est-ce qu'on sait si DeepSeek et ChatGPT sont différents en termes de discrimination? Oui, mais c'est tellement récent que je n'ai pas pu regarder, mais il y a déjà des gens qui comparent les deux. Tout à fait. Mais en gros, les modèles vont reproduire des valeurs des deux blocs. Donc, DeepSeek va reproduire les valeurs du bloc chinois et ChatGPT du bloc américain, pour simplifier. Après, ce qu'apporte DeepSeek, en fait, en termes de fonction, c'est une capacité de description, de raisonnement. C'est-à-dire que je ne fais pas la démo maintenant,
ce serait un peu fastidieux, mais quand vous mettez une requête dans DeepSeek, ça va vous expliquer tout le raisonnement que la machine a pour arriver au résultat. Moi, j'ai testé sur une traduction assez simple, et donc c'était assez impressionnant. J'ai trouvé ça un cran au-dessus de ChatGPT, pour être honnête. Et donc, ça m'a mis, voilà, tel mot, ça peut vouloir dire ça en tel contexte, etc. Notamment, c'était un texte que je vais traduire en anglais, et ça m'a traduit l'acronyme HESSO par Western Applied of Switzerland, etc. Donc, même moi, je n'arrive pas à retenir comment on traduit HESSO en anglais. Je dis quand même, si une IA arrive à faire ça, c'est quand même pas rien, quoi. Donc, voilà, chacun ses benchmarks, mais celui-là, pour moi, était utile. Et donc, à la fin, j'ai ma traduction et puis une liste à puces avec, du coup, des points d'attention à vérifier avant d'envoyer le texte. Donc, ça, c'est quelque chose qui est intéressant, qui émerge. C'est, du coup, ce n'est pas uniquement un résultat fini, mais également accompagné d'un paratexte qui explique comment le résultat est effectué et puis quels sont les points à vérifier. Oui. Oui. L'intelligence artificielle. C'est une bonne question. Sans doute. J'ai vu passer Donc, la question, par exemple, c'est ce qu'il existe des programmes d'IA adaptés aux enfants dedans pour les images. J'ai vu des choses au niveau des fictions pour des comptes, mais c'est plutôt des services commerciaux où ça va générer des espèces de comptes à lire à nos enfants, générés par des machines pour des images en tant que telles. Je pense que ça existe, mais je n'ai pas de référence à vous donner. Je prends également une question en ligne de Gaëtan qui me demande si on va passer de la posture de créateur à une posture de curateur. Oui, tout à fait, Gaëtan. Donc ça, c'est, je pense, une question assez majeure. Donc, c'est la capacité à choisir. C'est-à-dire qu'on a beaucoup insisté dans l'éducation aux IA sur il faut apprendre à rédiger des prompts, des requêtes, mais beaucoup moins à comment choisir dans un âge de l'abondance. Évidemment, on avait déjà de l'abondance dans Netflix, dans plein de ressources en ligne, une difficulté à choisir et ça s'amplifie encore avec ces systèmes d'IA génératifs. Quelles sont les valeurs qui vont présider à tel ou tel choix et comment on va pouvoir argumenter que telle image parmi 100 images est meilleure qu'une autre. Et ça, une IA ne pourra pas vous l'apprendre. Donc, c'est évidemment de la culture visuelle, même de la culture tout court, qui pourront vous donner ces compétences qui sont déjà présentes en pédagogie. Évidemment, on a des cours de culture visuelle ici à la aide, mais il faudra peut-être encore en mettre davantage et demander encore davantage d'argumentation pour aller vers ces compétences de curation qui vont devenir de plus en plus précieuses. J'ai une question. Si on formule speak dans l'idée de ce point de vue, c'est pas, je veux dire, c'est facile pour l'utilisation. En fait, on a des gens artificiels qui sont ensemble. Ma question, c'est un côté, certainement, travail sur ça. Et de l'autre côté, à quel point c'est considéré comme réaliste, parce que c'est tabou, parce que c'est impossible, et je ne pense pas, c'est pas une ressource. Quelle est l'étape? Non, c'est ça, il y a un La question qui est posée, c'est qu'est-ce qui sépare l'intelligence artificielle de la conscience artificielle, donc un peu l'idée d'une intelligence autonome et globale, un peu la Terminator qui pourrait prendre le pouvoir. Alors, c'est ce qu'on appelle l'IA autonome ou l'IA générale. On en est très loin. Potentiellement, c'est impossible. Après, je dis potentiellement, je n'ai pas de boule de cristal. En fait, les IA peuvent être très bonnes sur certaines tâches, mais en fait, quand on associe plusieurs tâches, des fois, ça ne marche pas. Parce que les compétences d'une tâche peuvent être une difficulté pour d'autres tâches. Donc, on est plutôt aujourd'hui vers des modèles spécialisés, mais l'idée d'avoir quelque chose qui fait tout et qui fait tout bien, on en est très loin. Et je pense que c'est une idée pour l'instant qu'on peut absolument rejeter, en fait. Il y avait toujours comprendre les discours des technologies, ça nous promet toujours des progrès dans le futur. Mais en fait, l'histoire des technologies, elle évolue jamais de façon linéaire. Il y a des choses qui ne marchent pas, on ne sait pas pourquoi, ça bloque. Là, on est dans une phase plutôt d'euphorie de développement de ces IA génératives, mais peut-être que dans 2 ou 3 ans, on va bloquer, on ne saura pas pourquoi. Il faudra d'autres paradigmes. Mais cette idée d'une conscience artificielle, pour l'instant, on peut assez nettement la rejeter. Quand j'enchaîne sur une question en ligne, j'essaie de l'alterner. Il y a Raphaël qui me demande quel est le next step, la prochaine étape du projet de recherche de l'aide sur les IA et le dating. Alors ça, c'est la première étape. On a testé la semaine dernière, du coup, toute la semaine, des programmes de petites amies virtuelles. La prochaine étape, c'est on va tester des générateurs d'images
sur des requêtes érotiques ou sexuelles en voyant du coup les mécanismes de censure, de stéréotypes, etc. On va documenter tout ça. On va regarder si les modèles libres de droit font mieux ou pas, pour quelles raisons. Et l'étape, l'été, donc c'est ce générateur de fiction dont j'ai parlé. On ne sait pas encore s'il sera que texte, images, son, etc. Et puis après, on va aller dans le champ de la robotique. Donc ça, c'est l'étape en année 2 et 3. Donc c'est des robots, cette fois physiques, hein, avec lesquels il est possible d'avoir des relations. C'est un business qui commence à se développer, notamment en Chine. Hein, ça vaut très, très cher. Donc l'idée, c'est d'aller voir si ça existe. Est-ce que c'est totalement fake? Et donc, qu'est-ce que ça nous dit de l'évolution des relations humaines dans le futur? Donc, c'est un peu ça l'idée pour ces prochaines étapes. Est-ce qu'il y a des questions dans la salle à Genève? Encore. Et je ne sais pas, je n'ai pas la vue sur le temps, Clément, donc tu m'arrêtes hein, quand c'est le temps de raccrocher. Alors, on me demande en ligne, c'est Florian, si du coup, j'ai en tête des projets de design ou de journalistes qui documentent l'impact énergétique de ces IA. Oui, alors je n'ai pas les sources en tête, il y a beaucoup d'études. Il faut regarder Cybernetica, là, c'est des choses qui sont abordées dans cette newsletter, l'impact écologique ou dans les algorithmes. Notamment, il y avait récemment voilà, une étude qui semblait démontrer que le modèle le plus avancé de ChatGPT, donc celui à $200 par mois, ou DeepSeek, hein, qui est l'équivalent gratuit, une requête complexe équivaut à un vol d'avion Paris-New York. Et semble-t-il que c'est vrai. Moi, ça me paraissait énorme, mais j'ai demandé à des spécialistes et ils m'ont dit que ce n'est pas invraisemblable de penser que ça peut représenter un vol long courrier en termes de dépenses énergétiques. Bon, ce n'est pas les requêtes, genre traduis-moi une phrase. Hein. C'est des choses plus compliquées, mais voilà, on est sur des dépenses colossales et c'est l'effet de bulle qui est corollaire à ça. Hein. C'est aussi pour ça que beaucoup d'entreprises américaines investissent dans l'énergie, même dans les centrales nucléaires ou dans des systèmes de refroidissement très compliqués pour que du coup, ça puisse continuer à fonctionner. Je ne sais pas, on est Clément, niveau temps, tu dis. Hein. Bonjour. S'il y a des pays qui ont déjà commencé à envisager des façons de poser des limites sur l'idée écologique de notre planète, des limites à l'utilisation de ces IA. Oui, alors sur l'écologie, à ma connaissance, non, parce que déjà les données sources de calcul sont complexes. Maintenant, oui, il y a des cas juridiques quand même, notamment en Europe. En fait, l'Europe, c'est une position assez particulière. Bon, je mets la Suisse dans l'Europe hein, dans cette discussion. L'Europe est pris un peu en étau du contre les modèles américains et chinois. Et pour l'instant, les seules propositions de l'Europe, c'est de réguler. Donc, c'est de ralentir ce que font les autres. Alors, c'est nécessaire parce qu'il y a beaucoup de problèmes qui se posent. C'est bien de réguler. Maintenant, ce serait bien aussi de passer à l'étape de proposer, de proposition. Le gouvernement français, je ne sais pas si vous avez suivi, a récemment mis en ligne une IA qui s'appelle Lucie, qui a été désactivée 2 jours après parce qu'elle répliquait des comportements nazis. Donc, on voit qu'on est, du coup, une IA qui était censée reproduire les valeurs européennes, du coup, elle est à l'encontre de la construction de l'UE, en quelque sorte. C'est construite après la Seconde Guerre mondiale. Donc, du coup, voilà, ce qui nous manque, c'est maintenant un passage à l'échelle pour des systèmes grand public d'IA européennes. Pour l'instant, du coup, on amortit plutôt les effets de bord des systèmes que développent les autres pays. Mais à ma connaissance, pas sur l'écologie, mais peut-être je me trompe. Après, les modèles exécutés en local, hein, dont je parlais avant, sont beaucoup moins énergivores. C'est quand même peut-être une nouvelle positive dans tout ce que je viens de dire, mais voilà, on peut utiliser de l'IA. Alors, ce n'est pas les mêmes types d'IA, ça ne fait pas les mêmes choses que les modèles commerciaux comme ChatGPT à $200 par mois, mais on peut quand même faire beaucoup de choses sans consommer beaucoup d'énergie, à condition qu'on ne veuille pas faire la même chose. Il y a quelqu'un qui évoque dans le chat Mistral, qui est un modèle européen, je ne l'ai pas testé, mais effectivement, c'est le modèle le plus connu développé par l'Europe. Après, je crois qu'il est surtout orienté business et pas grand public, mais peut-être je me trompe aussi. Dernière question dans la salle, oui. Et pose la question sur est-ce que ça ne dort pas parce que c'est une machine, alors que s'approprie le style. Et du coup, est-ce que ça poserait pas, ça poserait pas plutôt, mettrait pas en question notre façon de s'approprier des références au thème de travail?
Et en fait, ça me dérange plus. Mhm. Je le passe. Alors qu'on le fait déjà, nous, c'est comme ça que l'artiste est venu. Ça fait vraiment pareil. Pourquoi personne Alors, la question qui est posée dans la salle est assez complexe, je la répète pour les personnes en ligne, c'est de savoir pourquoi ça nous dérange qu'une IA copie, sachant que les artistes le font depuis des lustres. Je simplifie votre question, mais alors oui, c'est vrai, mais en fait, les artistes, quand ils s'approprient, ils font autre chose que copier. Ce n'est pas uniquement de la duplication, l'appropriation, c'est aussi qu'on apporte quelque chose de nouveau. Si on fait que dupliquer quelque chose, c'est ce qu'on appelle l'art classique, où du coup on a des genres, des canons, et on reproduit les canons, des compositions, des figures historiques. Alors ça existait, mais du coup, toute l'histoire de l'art contemporain, les avant-gardes aussi, l'art moderne s'est construit contre cette idée d'imitation des anciens. Donc c'est peut-être la différence entre imitation et appropriation qui est au cœur de notre débat, mais ça mériterait une réponse plus complexe que celle que je peux vous donner aujourd'hui, mais je pense que c'est la distinction qu'il faut garder en tête. Est-ce que l'IA s'approprie ou est-ce que l'IA copie? C'est ça la distinction. Je prends une dernière question dans le chat, j'y réponds très rapidement, Clément, je ne vais pas déborder trop d'horaire. C'est Raphaël qui me demande combien y a-t-il de femmes dans l'équipe de recherche sur le projet de la aide sur les relations humaines et les sexualités. Il y a un homme, 6 hétéros, c'est moi, il y a une personne trans et il y a 5-6 femmes dans l'équipe, voilà, en termes de composition. Et je n'ai pas le temps de répondre à toutes les questions dans le chat, je suis navré, mais je vais à l'oral, je vais y répondre par écrit après ma intervention. Merci beaucoup. Merci Clément, merci aux personnes à Rennes et ici à la LE.